Nous sommes le 9 juillet 2025 et on va voir ensemble le suivi de toutes les cultures que l'on a implantées. Je vous avais fait une vidéo aux alentours du mois de mai sur le grand tour du jardin. On est parti pour la suite finalement et voir l'évolution. Vous allez le voir, beaucoup de choses et encore beaucoup d'éléments de compréhension que l'on a. Alors, petit point météo juste avant, vous le voyez aujourd'hui il fait à peu près beau, mais on a eu il y a 2 jours de cela une vingtaine de millimètres qui sont tombés en fait, qui sont tombés sur la terre. Donc pour une petite astuce pour mesurer vos millimètres, vous n'avez qu'à vous prendre en fait un récipient avec des bords droits, c'est très important. Et l'épaisseur d'eau que vous allez mesurer en millimètres, ça sera la pluviométrie en millimètres. C'est juste ça. Et globalement, au niveau de la pluviométrie sur les 3 précédents mois, donc avril, mai, juin, comme nous sommes en juillet, pour l'instant on a eu juste cette pluie de 20 millimètres. Mais sur le mois d'avril et mai, on a eu un déficit de à peu près 65% sur chacun des 2 mois. Et par contre, pour le mois de juin, on a eu en fait les pluviométries saisonnières moyennes, annuelles, enfin bref, on est dans les moyennes de pluviométrie, donc on a eu juste ce qu'il fallait. Et vous allez le voir, ça a eu une incidence, parce que au niveau des températures, on a été, on va dire, déficitaire, mais là on est dans une situation correcte au niveau hydrique, ce qui a permis, vous allez le voir, un jardin sans arrosage. Et au niveau de la température, cette fois-ci, pour le mois d'avril, mai et juin, on a eu, dans ces 3 mois-là, 3 degrés au-dessus des normales saisonnières. Pendant chacun des 3 mois. Et vous allez le voir, ça a aussi des incidences sur les cultures. Donc on va commencer avec cette première parcelle. Vous le voyez ici, il y a du maïs, avec une couleur un peu étrange, on va en reparler. Et ici, des laitues à couper et au fond, des aromatiques. Les aromatiques sont en train de monter à graines. Pour les pollinisateurs, c'est assez intéressant. Donc je laisse ça tranquillement. Au niveau ici des laitues, écoutez, ça se passe également tranquillement. On commence à avoir les laitues qui ont tendance à monter, c'est un semis du mois d'avril. On l'avait réalisé ensemble. Mais bon, la plupart n'ont pas trop ce problème de montaison. On va dire que c'est encore bon. On continue de taper dedans. Et au niveau des maïs, vous le voyez, ils ne sont pas très beaux. Pourquoi? Parce que on a un feuillage un peu jaunâtre, car ça signifie un manque d'azote. Effectivement, le manque d'azote était dû ici. Alors en partie à ces laitues qui sont en train de monter à graines, et quand ça monte à graines, ça demande énormément d'azote, donc certainement qu'il y a une concurrence, et c'est peut-être également une concurrence au niveau hydrique, car comme je vous l'ai dit, le mois d'avril, le mois de mai, donc ces maïs ont été semés au 1er mai, donc avril-mai était une situation déficitaire en termes de pluie, et peut-être que les premières semaines n'ont pas aidé à l'installation racinaire correcte de ce maïs, et puis récemment, vous voyez, on a eu des pluies, donc il a l'air de reverdir. Donc peut-être que c'est juste un manque d'eau. Alors hier soir je l'ai arrosé, pas de souci, avec le tuyau une dizaine de litres. Ça c'est une affaire à suivre. Vous le voyez, je n'ai que ça comme maïs doux, mais j'ai du maïs grain, on en reparlera, c'est dans une autre parcelle. Ici j'ai des oignons, donc c'est un itinéraire qu'on avait planté fin février sur un jour de gel, donc 3 rangs, et donc inter-rang 20 cm et plantation sur le rang 5 cm. Vous comprenez que c'est une plantation extrêmement dense. C'est fait exprès, c'est voulu de ma part, c'est parce que déjà j'avais beaucoup d'oignons à planter cette année, et aussi car c'est un essai haute densité. Alors j'ai mis tout ce qu'il faut dans la terre, j'ai mis 100 unités phosphore et 200 unités de potassium. Donc en gros il y a de quoi faire au niveau du bulbe pour alimenter tout le monde. D'ailleurs vous le voyez, ils sont encore verts. Mais par contre on observe un petit phénomène qui n'est pas des plus intéressants, c'est le phénomène de montée à graines. Vous voyez ici on a de la montée à graines des oignons. Donc c'est un peu contraignant car il y en a quand même pas mal qui montent à graines. J'ai pas envie de dire qu'ils montent tous à graines, mais il y en a au moins une majorité sans discussion, quoi. Il y a une majorité d'oignons qui montent à graines. Donc ça c'est certainement dû, je pense, au stress hydrique qu'on a eu on va dire de début mai à fin mai, on a eu un petit stress hydrique. Je pense que c'est dû à ça parce que depuis qu'il a commencé à bien pleuvoir, c'est comme si les oignons ont fait leur 2e saison en termes d'humidité, c'est-à-dire qu'ils ont eu de l'eau au début. Ils n'ont plus eu d'eau, donc ils ont ralenti leur croissance. Ils ont eu de nouveau de l'eau, donc ils ont repris leur croissance et ils pensent qu'ils sont en 2e année. Donc je pense que ça serait ça, a priori ça serait ça. Bon, ça n'empêche pas qu'on ait quand même du bel oignon, correct. Encore une fois, c'est pas les plus gros, c'est pas les plus petits, mais c'est ceux qui vont se conserver le mieux. Comme on est dans un itinéraire haute densité, en disant qu'on en aura beaucoup. Mais bon, des gros oignons à consommer, c'est toujours un peu délicat, donc c'est pour ça que j'ai fait cet essai, pour essayer de moduler le calibre des oignons. Alors au niveau de cette parcelle, on retrouve des tomates et également des choux rouges. Donc c'est un essai de cette année, une espèce d'association. Normalement il devrait y avoir que des choux rouges. On remarque qu'il y a un trou ici, mais mis à part ça, tous les choux rouges sont à peu près présents.
Mais donc j'avais eu la bonne idée ou la mauvaise idée, enfin j'ai essayé quoi, de planter des tomates. Et elles ont l'air de plutôt bien se développer, donc elles sont au stade de fructification. Voilà, on a des variétés différentes pour chacun des plants. Pour l'instant, je ne peux rien dire quant à, j'ai envie de dire, le calibre des fruits et puis la quantité de choux qu'on va récolter. C'est un essai pour voir si on peut planter des plantes qui montent en hauteur avec des plantes qui restent un peu au sol. Donc les plantes qui montent en hauteur, vous l'avez compris que ce sont les tomates. D'ailleurs, il faudrait que je les tuteur. Et les choux, donc eux, choux rouges, vont rester plutôt au sol et vont faire une espèce de paillage, garder l'humidité. Enfin bref, c'est un peu l'idée de l'essai. Donc pour suivre cet essai, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne ou à la suivre régulièrement. Donc je posterai au mois de septembre, certainement début septembre, finalement le rendement de tout ça, le suivi quoi. On sera au moment de la récolte des tomates et au moment de la récolte des choux. Donc on pourra voir tout ça en détail. Ici, on est sur une parcelle, encore une fois, normalement de concombres et de melons. Mais vous le voyez, j'ai planté un peu toutes mes plantes qui me restaient, donc des pieds de tomates qui me restaient, des pieds de courgettes ici, des pieds de laitue, mais qui ont l'air de monter. Encore une fois, ils ne montent pas en graines volontairement, enfin involontairement plutôt, mais volontairement, car en fait, vous voyez, la technique feuille par feuille permet de récolter, même lorsqu'ils montent à graines. Bon, les dernières feuilles vont rester amères, hein, je vous le rassure, mais on récolte, que je vous l'ai déjà dit, hein, 4 fois plus avec cette technique de récolte feuille à feuille, plutôt que de venir directement couper la laitue à sa base. On pourrait imaginer couper cette laitue comme ça à sa base, prendre tout, et ben on récolterait en moyenne 4 fois moins. C'est des tests internes que j'ai fait il y a quelques années. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc on a du concombre qui se développe. Vous voyez, j'y ai mis des tuteurs pour les plus avancés des pieds. Et bah le concombre est présent, hein, c'est tout ce qu'on peut dire. Donc la fructification a eu lieu dans de bonnes conditions. On a également des pieds de melon. Bon bah ça c'est plus pour la fin de saison, on verra bien comment ça se passe. Mais cette année a l'air d'être très prometteuse, parce qu'elle est finalement très intéressante. C'est une très belle année pour le jardinage. On a vraiment un climat idéal cette année. On a tout ce qu'il faut pour que les cultures fructifient, poussent et se développent correctement. Donc pour l'instant, en termes ne serait-ce que la minéralisation naturelle du sol est déjà largement suffisante pour soutenir aux besoins des cultures. Donc niveau engrais, je me suis moi-même modulé cette année. J'en ai pas trop mis là, honnêtement. Je vais pas vous mentir. Pendant tout le mois de juin, je n'ai rien mis du tout. Et ça nécessite pas d'engrais spécifiques, j'ai l'impression, car ça a l'air de bien pousser. Alors ici on est sur une parcelle quand même qui minéralisera un peu moins que les autres, parce qu'ici on est sur une parcelle en non-travail de sol. C'était un essai de cette année. Et pour l'instant, écoutez, il y avait, j'ai oublié de vous le dire, mais ici, des précédents épinards. Alors ça se voit peut-être pas, mais on arrive à discerner quelques pieds peut-être qui peuvent rester. Quoique non, j'ai bien fait mon travail de récolte. Et ça avait été récolté avec la faneuse à épinards, ce que j'appelle, c'est-à-dire que c'est un élément qui vient découper les feuilles, et ensuite il n'y a plus qu'à venir les mettre dans la zone de récolte, quoi. Donc moi c'était la brouette ici, et en gros, on a déjà eu une culture d'épinards sur ces 2 parcelles, et en termes de rendement, alors ça c'était un semi-direct dans la parcelle sans travail du sol, et ici c'était un semi en place avec travail du sol, donc semi-classique, coup de cultivateur, tout ça. On avait des plus belles feuilles ici, mais on avait moins de pieds, parce que il y avait eu quelques mauvaises herbes qui avaient fait que forcément quand on travaille la terre il y a plus de mauvaises herbes, donc forcément il y a moins de pieds d'épinards. Enfin bref, vous avez compris l'histoire, ce qui fait qu'on avait des plus grosses feuilles ici, mais en moins grand nombre. Et ici on avait des feuilles un peu plus petites, à peu près 2 à 3 cm plus petites en moyenne, mais en plus grand nombre. Donc bon, le rendement on va dire qu'il s'est compensé. Je n'ai pas de chiffre de pesée, je pèse pas les épinards, mais je peux vous assurer qu'on a récolté autant sur cette parcelle que sur cette parcelle. Et pour chipoter les détails, dire laquelle a le plus produit, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être la parcelle en non-travail de sol qui a le plus produit, car des feuilles plus petites mais en plus grand nombre, j'ai l'impression que ça produit quand même plus de volume finalement et de matière. Ici, on est sur une parcelle de carottes, donc parcelle de carottes. J'ai refait le semis car il n'avait pas en fait bien germé, et vous le voyez là, il est présent, hein, le semis a bien levé, et pas de souci de ce côté-là. Normalement, il devrait y avoir de la carotte pour le mois de septembre-octobre. Au niveau du précédent, c'était aussi un précédent épinard ici, donc une récolte dans de bonnes conditions. C'était la plus belle parcelle, on a fait le plus beau rendement dans cette parcelle ici, et j'ai implanté une culture de carottes. Alors, est-ce que ça va faire pénaliser la carotte au niveau des engrais? Écoutez, je ne sais pas, là on est au stade éclaircissage, hein, vous le voyez. On va commencer à éclaircir. Donc au niveau de la date de semis, j'ai envie de dire, je l'ai semé ça il y a 14 jours. Et ça m'a l'air d'être ok. Donc c'est carotte sur but.
Donc c'était un essai de cette année pour espérer récolter un peu plus, car la butte en fait va agir comme un deuxième substrat et on aura autant de carottes en plus en théorie que d'épaisseur de butte. Donc là j'ai fait une butte à 5 cm, je devrais avoir des carottes 5 cm plus longues que si je les avais semées directement en pleine terre au niveau 0, j'ai envie de dire. Et pour former cette butte, bah tout simplement on prend la terre qui est à gauche et à droite de la ligne que l'on veut semer et on propulse cette terre par ici et cet échantillon de terre par ici, et on se retrouve avec une espèce de zone surélevée. C'est même pas une butte, on pourrait dire que c'est plus un billon, car regardez bien, c'est plus billonné, c'est un peu courbé, c'est arrondi, vous le voyez, hein, c'est vraiment arrondi, et ça c'est intéressant car une butte un peu trop anguleuse aurait tendance à faire couler la terre et on se retrouverait avec une butte complètement battue, hein. Bon, vous le voyez, ça n'empêche pas la terre de quand même dégouliner légèrement, mais c'est beaucoup moins important lorsque l'on a une butte arrondie que sur une butte anguleuse où vraiment l'angle, c'est vraiment l'angle qui va prendre tous les, j'ai envie de dire, les dégâts par érosion. Et mais bon, au niveau des carottes, rien à signaler, hein. J'ai envie de dire que ça suit son cours. Ici, on est sur une parcelle de choux, donc des choux brocolis qu'on a déjà récoltés. Bah, écoutez, pas de souci de ce côté-là, hein. Ça va peut-être faire les rejets dans les prochains jours. Alors pour ça, je vais stimuler tout ça avec un petit engrais de type sulfate d'ammonium. Je pense que je vais apporter 50 unités de soufre pour stimuler un peu la croissance foliaire. Les choux, ça aime le soufre, hein. Et puis le goût des choux avec de l'engrais soufré, ça n'a rien à voir. C'est quand même très supérieur, je trouve. Donc pas de souci de ce côté-là. Alors, vous voyez en direct de la caméra, un ver de terre en action. Donc comme quoi, bah écoutez, j'ai envie de dire que l'engrais ne tue pas le sol lorsqu'il est bien géré. Et il peut même lui faire du bénéfice. On verra au niveau du compost. Vous allez le voir, il est extrêmement rempli cette année. Et on a de la matière. Pour l'année prochaine, on aura normalement un beau volume de compost. Ici, on a une parcelle un peu originale. Alors ici, il faut bien comprendre, c'était aussi une parcelle d'épinards. Donc il y a eu une très belle récolte également. Faut comprendre que la parcelle ici, c'était une parcelle d'épinards. Ici, c'était de l'épinard. Et ici, c'était aussi de l'épinard. Et au fond, par contre, la zone en terre, on avait des échalotes. Donc c'était ici des épinards, voilà, sur cette zone. Et on a eu des rendements corrects, voilà, de beaux rendements. C'était de l'épinard d'alvéole, que j'avais repiqué alvéole par alvéole pour avoir des grosses feuilles. Et le résultat avait été intéressant, je vous invite à voir les précédentes vidéos. Et aujourd'hui, c'est un nouveau semis qui fait place. Au fond, on a un semis de panais, culture de panais. Donc j'ai envie de dire, redécouvrez le panais au jardin, parce que bah ça y est, c'est semé chez moi et ça va être un essai de cette année. Ça fait partie des essais de culture. Je vous montre quand même le panais s'il a germé. Ça a été semé il y a à peu près 12 jours. Et vous voyez, là on retrouve des graines. C'est pas ce qu'on cherche, hein, on veut qu'elles soient couvertes quand même. Et ici on a les lignes de panais. Alors au fond ça a germé, vous le voyez, ça a germé ici. À ce niveau-là on voit les petites pousses. Les petites pousses ici ce sont des panais. Et pas de souci, j'ai envie de dire. On retrouve du panais, donc ça va germer normalement et tout sera correct. Et à côté du panais, juste ici, on a un petit module de betteraves. Donc les betteraves sont prêtes à la récolte, hein, ça y est, on commence à taper dedans. Je vais vous montrer en même temps des photos de ce qu'on a récolté, pour ceux qui ne croiraient pas en mes résultats. On sait jamais, hein, peut-être qu'il y en aurait qui ne croiraient pas ça. Je vous mets quand même les résultats, hein, histoire d'avoir quand même un peu de social proof. Donc ici, il y avait des betteraves qu'on a déjà commencé à taper dedans. Et ici, j'ai une parcelle en attente, j'ai envie de dire, parce que pour l'instant, mis à part 1 ou 2 pieds de tomates que j'ai plantés rapidement, il est en fait, une fois la récolte des betteraves faites, il devrait y avoir des choux qui vont s'implanter ici. Donc des choux que j'ai semés, qui vont être plantés certainement à la fin du mois. Voilà, donc je vous montre quand même les semis de choux. Ils sont là, ils ont germé. Donc pas de souci de ce côté-là. Et ce qu'on peut dire également, c'est que il y a des betteraves spontanées qui ont poussé, parce que l'année passée ici il y avait une betterave qui était montée à graines et je me retrouve en fait à avoir des graines de betterave qui ont germé. Et comme on avait vu précédemment, les feuilles sont plus belles sur les betteraves qui ont germé spontanément. Donc il y a également, je pense, un effet variétal, parce que la variété que j'ai semée ici c'est pas tout à fait la même génétique en soi, hein, parce que ça c'est ici de la génétique adaptée au terroir.
Et comme c'est adapté au terroir, parce que ça a poussé plusieurs années dedans, forcément, je pense que les feuillages sont un peu plus jolis. Ça me paraît être une bonne explication de pourquoi les betteraves sont plus jolies au niveau du feuillage, encore une fois. Hein. Au niveau du bulbe, c'est la même chose que ces betteraves ici. Il y a peut-être également un effet que ici c'est semé beaucoup trop dense, ou beaucoup plus dense que les betteraves spontanées, ce qui fait que les betteraves spontanées ont plus de, j'ai envie de dire, d'amendement et peuvent pousser dans de meilleures conditions. Donc, il y a également un effet comme ça, qu'il ne faut pas négliger sur ce terrain. Au fond, on a une parcelle d'ail, juste ici. Donc c'est à droite de cette parcelle. Donc celle-ci, par contre, ça a toujours été une parcelle d'ail. Et avec la suite des échalotes. Donc les échalotes, je vous l'ai pas dit parce que je vous ai montré une vidéo. On a fait à peu près une petite cagette de récolte. Donc c'était pas fameux du tout suite à la mineuse. On m'a dit en commentaire que j'aurais pu attendre un peu plus. Alors c'est vrai. Mais si j'avais attendu un peu plus, de toute manière les échalotes, ça produit pas beaucoup. Et puis quand bien même ça aurait produit un peu plus, je pense que j'aurais produit moins en masse. Parce que là j'ai planté des choux et ils sont très beaux. Et j'ai semé du panais et ça ce sont des cultures qui font beaucoup plus de rendement que les échalotes. Surtout que les échalotes c'est plus un agrément, un accompagnant, j'ai même envie de dire. J'ai même envie de... Si je peux me permettre, c'est presque un accompagnant. Et c'est pas une culture principale alors que le chou c'est plus une culture principale, le panais également. Donc vous voyez un peu l'idée, la philosophie derrière ce choix stratégique. Finalement récolter rapidement, quitte à perdre un peu en rendement pour pouvoir espérer plus de calories par derrière. Voilà, c'est un... J'avais presque envie de dire que c'est un pari. Bon, normalement qui sera avéré gagnant, on verra ça au mois de septembre. N'hésitez pas à vous abonner, j'ai envie de dire. Et normalement, ici, il devrait y avoir de l'ail qu'on va récolter prochainement. Il commence à sécher. Voilà, donc ça par contre, celui-là, je vais bien le laisser sécher. Hein. Une fois qu'il sera bien sec sur plan, d'ici la fin du mois, je vais le bouger et je vais planter mes choux. Donc il y aura des choux ici, sur cette plate-bande, et la suite des choux sera ici. Comme ça, j'aurai tout ça en choux d'automne. Et normalement, après ces choux qui sont plantés ici, et les panais qui seront ici, donc ce sera du récolte au mois de novembre. Et au mois de novembre ça tombe bien parce qu'au mois de novembre c'est le moment où on plante les laitues pour la nouvelle saison, pour 2026, pour le mois de mars, pour récolter des laitues au mois de mars. On plante des laitues au mois de novembre, donc je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite, laitue de A à Z, je vous mets la miniature. Comme ça vous pouvez voir ça tranquillement chez vous et ma méthode pour avoir des laitues au mois de mars. Bon, ici dans la vidéo c'était au mois d'avril, parce que j'ai attendu d'en avoir des très très grosses et finalement elle pesait plus de 500 grammes alors que la variété elle doit faire des laitues de 120 grammes. Au niveau de cette parcelle, ici il y a une parcelle de tomates, c'était un précédent épinard également, très très beau précédent et ça n'a pas l'air de peiner sur les tomates parce qu'on a aussi de très belles cultures de tomates, donc le rendement des épinards avait été fabuleux sur cette parcelle et on se retrouve avec des tomates en nombre, donc pas de souci de ce côté là, ça a commencé à être tutoré. Au niveau de la structure, bah écoutez, j'ai mis le duo gagnant, un tuteur tortillon plus structure en bois qui permet d'avoir un bon maintien au niveau de quoi, du tuteur, pour éviter qu'il vrille et qu'il tombe à l'automne. En fait finalement il y a un déport de charge sur cette structure qu'évidemment je vais continuer à renforcer parce que là ça me paraît un peu fébrile. Je vais certainement rajouter des tasseaux et surtout au niveau des montants je vais augmenter ça en termes de solidité. Alors vous voyez on a des petits défauts au niveau de la formation de certaines tomates et ça je pense que c'est dû à petit problème de pollinisation. Alors je vais vous montrer ça, regardez un peu le fruit, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, c'est un peu déformé. Bon c'est juste une variété qui me fait ça, peut-être que c'est la variété, je ne sais pas. Bon, en tout cas bon ça n'empêchera pas d'avoir de la tomate et j'ai presque envie de dire que il n'y a rien à signaler de ce côté là. Et vous le voyez au milieu des potimarrons. Donc des potimarrons, c'est des potimarrons non coureurs. Et on en reparlera en fin de saison. C'est un essai de cette année, voir si les potimarrons non coureurs produisent autant que les potimarrons coureurs. Donc c'est un essai de cette année, encore une fois. N'hésitez pas à suivre la chaîne au mois de septembre. Je posterai une nouvelle vidéo sur le suivi. J'ai envie de dire l'actualisation de ce suivi. Ici, on est sur une autre parcelle également. Donc juste là, on a les tomates. Et juste ici, on a une autre parcelle de haricots. Donc les haricots grains. Alors, il y a un petit problème sur ces haricots, c'est qu'il y a un grand manque d'homogénéité. Là, vous voyez ici qu'il y a des haricots qui sont au stade floraison. Ici, ils sont au stade floraison. Et lorsqu'on avance, regardez, ils sont de plus en plus petits, et là, on est limite au stade première feuille pointante. Parce qu'en fait, ici, c'est un ressemis, car, vous le voyez ici, il y a un plant de pommes de terre sauvages qui a voulu prendre place, et à l'endroit même où il y a les pommes de terre sauvages, et bah forcément, les haricots n'ont pas pu avoir de lumière. C'est de la pomme de terre rose qui a tendance à faire un gros feuillage. Donc ça c'est une pomme de terre d'il y a quelques années.
que j'ai dû certainement oublier en terre et qui a ressurgi cette année parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'amendements ici. Ici, on avait quoi comme culture? Alors ici, si vous vous souvenez bien, on avait la culture des laitues sans travail du sol. Donc sur lit de compost, on avait fait ça, c'était à cet automne, au mois de novembre, comme je vous l'ai détaillé. Lit de compost, aucun travail de sol, on plante dans la foulée les laitues, bon arrosage à l'engrais, on met un tunnel nantais, ensuite on n'en parle plus jusqu'au mois de mars-avril. On découvre 2 apports donc fractionnés de 40 unités de soufre et d'azote, et on avait récolté les laitues, donc sans travail de sol, et vous le voyez que là j'ai fait sans travail de sol cette version des haricots. Pour continuer l'expérimentation, vous le voyez ici on a les résidus de culture, pas de souci de ce côté là, c'est pas du travail de sol du tout. Et comme il n'y a pas de travail de sol, il n'y aura pas de butage. Voilà, mais bon, c'est du haricot grain ça qui va se récolter normalement au mois de septembre, donc pas de souci de ce côté là. Donc c'est la variété, c'est une amélioration de Borlotto que je vais vous afficher à l'écran. Et c'est un essai pour cette année, donc c'est la première fois que je fais cette variété. D'habitude j'avais l'habitude de faire du haricot blanc, type coco. Ouais, mais le problème c'est que c'était une variété en fait qui venait d'Argentine et qui était beaucoup trop, j'ai envie de dire, longue en termes de maturité, car l'Argentine n'est pas comme le nord de la France ici en termes de climat, et me semble-t-il que eux ils peuvent faire 2 récoltes par an quand nous on peut galère à en faire une seule. Vous voyez un peu les problématiques, ça n'est juste pas le même climat, donc forcément il y a son lot de cultures qui ne sont pas les mêmes. Bon, ça n'est pas grave, hein, j'ai changé la variété, donc là c'est plutôt une variété italienne qui est quand même un peu plus adaptée à notre région. Et pour vous montrer encore une fois, j'ai envie de dire la social proof, ici j'ai des laitues que je laisse monter à graines. Vous voyez, si ça s'est tombé, il faut que je mette un tuteur. Mais en ce moment, j'ai une petite pénurie de tuteurs chez moi. Je galère même à tutorer mes propres plants de tomates. Donc bon, dès que j'aurai un tuteur adéquat en bambou bien propre, je viendrai mettre toutes ces laitues parce que là, ça devient un peu sauvage. Et vous voyez, ça a l'air de faire pas mal de cames. Hein. Ça fait pas mal de fleurs, ça a l'air de bien monter. Alors dans les noisetiers, évidemment, c'est un peu tutoré à l'arrache. Vous le voyez, ça a l'air de quand même produire. Voilà. Donc pas de souci de ce côté-là, ce sont les dernières laitues. Et donc c'est la variété, je vais vous l'afficher à l'écran, variété, me semble-t-il, c'est de Verrières. Donc c'est une ville autour de Paris. Il faut pas oublier qu'à l'époque, la couronne, ce qu'on appelle la grande couronne de Paris, et également la petite couronne, me semble-t-il, étaient des régions très maraîchères parce que c'était les meilleures terres de France et c'était là où on produisait le plus pour finalement les Parisiens. Et forcément, on avait à l'époque pas autant de moyens qu'on a aujourd'hui, de camions, de logistique pour produire ce qu'il se passait sur Paris. Et ce qu'il se passait sur Paris à l'époque, je vous affiche des images à l'écran en même temps. C'était par exemple à Boulogne-Billancourt, à Bobigny, tout ça, il y avait des grandes familles de maraîchers qui étaient installés, qui jardinaient sur 1 ou 2 hectares, avec uniquement du fumier, et tout était bio, tout était magnifique. Et ça valait le coup à l'époque d'acheter sur Paris parce que tous les légumes étaient bio, et tous les légumes venaient finalement de petits maraîchers bio. Donc comme quoi on sait faire un modèle, j'ai envie de dire, écologique, productif, avec des légumes très goûtus, tout en respectant l'environnement, et à la fois vivre en ville. Donc ça c'était un autre temps, j'ai envie de dire. Mais bon, depuis les années 1900, tout est parti en vrille. Et bon, aujourd'hui, Paris est ce que l'on connaît actuellement. Alors, je vous montre rapidement ici la zone. Ça, c'est une zone à greffe. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. J'essaie de me décaler un petit peu. Voilà, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Donc, au niveau des greffes, je n'en parle pas trop de ça. Mais c'est une petite passion de cette année. Un petit divertissement, j'ai envie de dire. Je me suis essayé à la greffe de poirier ici. Donc, celle-ci a prise, par exemple. De pommiers ici, celle-ci a vraiment bien prise, vous le voyez, hein, c'est vraiment très joli pour une greffe, et aussi de pêchers, mais les pêchers je n'ai pas du tout réussi car j'ai fait une greffe au printemps, alors que ça doit se faire au mois d'août sur, en fait c'est la greffe par écussonnage, mais moi je l'ai faite greffe enfante classique, le problème c'est que ça ne marche pas, bon tant pis c'était un essai, enfin bref on a quand même des beaux petits pommiers, des beaux petits spécimens, des belles petites greffes, donc j'ai désherbé là, à ce niveau-là. Il y avait un énorme couvert végétal. Je vais essayer de vous afficher des photos, on ne voyait plus rien du tout. Et tout a été broyé, et maintenant on se retrouve avec des kilos de matière organique qui viennent pailler le sol, et tout ça gratuitement. Donc il y a principalement de labourage, mais il y avait également de la vesse, des moutardes pour le côté carboné. Vous voyez ici, hein, de la moutarde qui était montée en graines. Qui était en train de monter en graines. De la vesse, là on retrouve une fleur de vesse, vous voyez ici. Voilà une plante de vesse. Et tout un tas de plantes qui étaient intéressantes pour faire de la matière organique. Et donc tout ça a été broyé, ça, je vais pas vous mentir, j'en ai chié, parce qu'il y avait également du liseron qui était dans mes pommiers, et ça c'était très embêtant,
parce que le liseron s'attache à toutes les branches, vous le voyez ici, s'attache au tronc et se met à l'étouffer. Donc il a fallu désherber tout ça, ça m'a pris plus d'1 heure et je déteste ce travail. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais bon, c'est une zone à greffe d'essai et ici c'est une zone à graines. Donc graines d'épinards, devant les graines de petits pois violets et de petits pois mange-tout, et derrière les graines de choux. Donc ça, ce sont toutes les graines de l'année. J'ai également fait, excusez-moi, plutôt des graines dans une autre zone. Et ça, c'était une zone que je vous avais pas mal parlé lors de la précédente vidéo. Et regardez, ça a été moissonné, ça y est, c'est fait. Ici, c'était les choux. Donc là, c'était le chou bruxellois. Chou de Bruxelles, on a la paille qui est remise au sol. Vous voyez, ça fait un beau paillage. Et pour le côté éthique, j'ai planté une tomate, histoire d'avoir des tomates sous paillage. Et on n'a pas encore fait la moisson du chat. Bon, ça n'arrivera pas. Hein. Mais ici, il y avait la moisson des navets, graines de navets. On a également eu un très beau volume de graines de navets. Et là, la paille plutôt. Vous voyez, on entend bien. Ça craque. Donc ça, c'est bon. Ça commence à se faire évoluer. Et vous le voyez, un sol vivant en dessous, forcément. Il y a du paillage. J'ai planté des laitues pour le côté écologique, car je suis de gauche. Évidemment, je plante sous la paille. Non, c'est une blague. Je respecte les choix politiques de chacun. Mais ici, on se retrouve avec un nouvel essai. Vous voyez, c'est des cultures en pot. Et ici, il y a du concombre. Bonjour petit chat. Du concombre. Et ici, du concombre taillé. Et la différence, c'est que, écoutez, le concombre taillé a produit. Et le concombre non taillé a produit également. Donc j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de différence. En même temps, sur un seul pied, on n'aurait pas pu avoir de différence notable. On peut pas faire des essais sur un seul pied. C'est ce que un commentaire m'a dit, m'a été suggéré. Donc bon, c'était pour... je pense qu'il n'avait pas compris l'idée de la vidéo que j'avais présentée. Mais en gros, c'était pour faire un éveil de curiosité chez les jardiniers. Et les pousser à expérimenter. Mais bon, moi j'ai juste fait cette vidéo. Et il y en a qui prennent un peu trop au premier degré. Donc je vais vous montrer quand même l'essai. Ça ressemblait à quoi? C'était dans 3 pots de tomates différents. Planter un pied de tomate seul, un pied de tomate avec des oignons et un pied de tomate avec une laitue. Bon, la laitue est morte car faute d'arrosage. Mais ce qu'on pouvait voir, c'est que en fin de saison, je pense qu'il y aura quand même des différences. L'idée, c'était de voir un peu les effets des plantes, j'ai envie de dire, accompagnantes, et voir les interactions, les différentes interactions. J'ai mis une laitue parce que j'ai l'habitude de planter mes tomates avec mes laitues. D'ailleurs, vous le voyez, encore cette année, je l'ai fait. Ici, j'ai de belles laitues. Vous le voyez, hein, c'est des laitues à couper. Ici, il y en a une rouge. Ici, il y en a une deuxième, une rouge. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Passons au prochain terrain. Donc ici, on est sur une culture de courges. Et écoutez, rien de spécial. Hein. Les courges sont en train de se former. J'en ai vu quelques-unes. Quelques petites courges qui sont en train de se former de manière sympathique. Donc ça, c'est bien. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche. Courges sur bâche, plantées dans un itinéraire sans travail de sol. Donc ça veut dire que je suis passé mettre une bâche au printemps. C'était aux alentours de mi-avril. J'ai posé une bâche pour tout désherber. Et mi-mai, je suis venu planter directement 2 pieds de courges coureuses et 1 pied de courges non coureuses. Et au niveau des courges coureuses, ce sont des petits marrons, ce sont plutôt des cultivars de type petit marron bleu de Hongrie, donc ils sont en train de se développer. Et une courge non coureuse de type petit marron non coureux, donc qui est ici, il y en a un. Bon, tout ça on en reparlera au mois de la récolte, c'est-à-dire à peu près au mois de octobre, novembre. On peut rien dire pour l'instant. Ici, j'avais mes poireaux qui étaient là, que j'avais semés en pépinière. Et je les avais semés à la Saint-Joseph, me semble-t-il, le 19 mars. C'est la Saint-Joseph ou la Saint-Marc, je ne sais plus. Je crois que c'est la Saint-Joseph. Et voici mes poireaux que j'ai repiqués, enfin que j'ai arrachés plutôt hier. Je les ai mis dans l'eau. Je vais les tailler aujourd'hui et je vais commencer à les planter. Alors, j'étais en Touraine récemment. Et j'ai été visiter de nombreux jardins potagers. Et beaucoup de mes jardiniers là-bas m'ont dit: tu n'as toujours pas planté tes poireaux, je trouve que c'est un peu tard pour les planter. Donc, c'est vrai que là-bas, ils avaient tous planté leurs poireaux. Alors, je sais pas si je devrais planter mes poireaux plus tôt. Ça, c'est une question. Je pense qu'il faudrait que j'apprenne à gérer ma culture de poireaux comme une culture classique. Parce que j'ai l'impression que sur YouTube, on a un peu trop retourné le cerveau des jardiniers. Et on a tendance à dire que les poireaux, ça se repique pas avant le mois d'août. Mais je pense que les poireaux plantés au mois de mai,
parce que eux ils les plantent au mois de mai, donc au mois d'avril-mai, je pense qu'on pourrait avoir de plus gros poireaux. Et en même temps ça paraît logique. Bon, c'est un essai que je ferai l'année prochaine, donc n'hésitez pas à suivre cette chaîne. Ici on expérimente de tout, ne vous inquiétez pas. Ici on a une culture de haricots grimpants, dont le tuteur s'est fait complètement exploser. Alors il est là, hein, le deuxième tuteur. Vous voyez, il est complètement tombé. Il est tombé, je ne sais pas où. On va le redresser. Ah, c'est n'importe quoi. Ces jeunes, franchement, je les comprendrai jamais. Ah là là, dur le jardin. Alors là, je suis en train d'essayer de mettre le tuteur comme il faut. Voilà. Histoire de vous montrer un visuel un peu plus intéressant. Bon, écoutez, le tuteur est cassé. Quoique non, c'est bon. En fait, si, c'est cassé. Bon. Bah écoutez, tant pis, ça ne tiendra pas, je vais le refistoler plus tard. C'est sur une structure en métal cette fois-ci. Et bah écoutez, ça fructifie, hein, les haricots violets. Donc ça, c'est une bonne variété, je vous la préconise chaque année, variété Blauhild. Blauhild, voilà. Ça fait maintenant 2 ans que je fais mes graines. Et ça va encore une fois produire. Je les avais semés pour la première fois en 2022, j'avais fait 6 mètres de longueur. Et on avait croulé sous les haricots, on en avait eu trop. Donc j'avais tout laissé pour faire des graines. Et depuis ce jour-là, je sais qu'il faut en mettre un petit peu et ça produit largement. Là, il y a une petite ligne de 1,50 m maximum. Ça produira ce qu'il faudra pour nous, les haricots. On n'est pas des grands consommateurs. Les haricots, c'est bien, mais bon, c'est pas non plus de grandes quantités qu'on fait. Mais je pense que je vais en ressemer là prochainement. Mais peut-être pas du haricot grimpant, peut-être du haricot nain. Mais le haricot grimpant, l'avantage c'est qu'il produit 4 fois plus que le haricot nain. Parce que j'ai également fait des tests et sur plusieurs années, il se trouve que le haricot en fait grimpant produit beaucoup plus. Donc maintenant j'ai adopté que ce haricot là. J'ai encore des graines de haricot nain, de haricot beurre, de tout ce qu'il faut. Mais bon, je les garde de côté parce que le haricot grimpant, c'est un peu la vie. Ici on a un petit itinéraire d'oignons. Donc des petits oignons qui vont pas tarder à être récoltés. J'ai rien à dire de plus là-dedans. Ici, on a un petit itinéraire de endives, donc des endives qui ont germé. Je vais peut-être en ressemer ici, sur cette parcelle, car c'était une ancienne parcelle de petits pois. Et la parcelle des petits pois, c'était des mange-tout, et je n'ai rien récolté du tout. Parce qu'en fait, il y a eu un petit problème comme j'étais en vacances, enfin pas en vacances, mais plutôt en boulot en fait. J'étais en boulot, et j'étais pas ici, donc sur ce terrain, pour m'occuper des récoltes de mange-tout. Bilan, il y avait des très très beaux rendements, des très très belles gousses de mange-tout. J'étais franchement content de ma culture. Le problème, c'est qu'il y avait personne pour les manger. Donc du coup, forcément, j'ai tout perdu. Enfin, j'ai pas tout perdu, c'est juste que j'ai rien perdu, quoi. J'ai rien gagné plutôt. Faut le voir comme ça, j'ai rien gagné de plus. Donc tant pis, hein, ça m'a fait de la matière organique. Je vous affiche une photo du tas de mange-tout quand même qu'il y a quand même sur le terrain. Et ici, c'est pas grave, hein, je vais remettre une autre culture. Ici, des pommes de terre. Donc les pommes de terre ont été plantées au début du mois de mars avec des bulbes qui n'avaient pas été pré-germés. Donc c'était des bulbes non germés que j'avais plantés direct en pleine terre et qui sont sortis aux alentours du 15 avril. Et depuis ce jour-là, on a de belles pommes de terre qui poussent. C'est un essai d'une variété cette année pour voir si la pomme de terre est ici, j'ai envie de dire prometteuse, parce que c'est une variété qui est apparemment peu résistante, enfin plutôt résistante justement au mildiou du feuillage. Donc c'est la variété blanche. Et ici, rien à signaler, hein. La récolte ce sera à peu près aux alentours de fin août, début septembre, je pense. Ouais, fin août, début septembre, le feuillage est encore vert. On a eu la floraison il y a à peu près 2-3 semaines. Donc pas de souci de ce côté-là, ça va continuer à pousser. Ici, c'est un étage, encore une fois, de petits pois, donc petits pois violets. C'est un essai de cette année, on en a mangé un petit peu, mais comme je vous l'ai dit, on n'a pas tout mangé parce que il y avait beaucoup trop déjà. Et puis j'étais pas là, j'étais en boulot, en déplacement en Touraine. Donc je n'ai pas pu assurer la récolte de manière constante et efficace. Bon c'est pas grave, hein. La structure d'ailleurs n'a même pas tenu. Tout est très sec. Je vais bientôt enlever cette culture, la remplacer par des poireaux justement. Donc ça va être les boulots des prochains jours. Au niveau de cette parcelle là, donc c'est une parcelle en longueur, on avait du céleri. Vous l'avez vu, hein, dans ma précédente vidéo, j'ai repiqué le céleri. Le problème c'est que la structure des petits pois violets avait tombé sur ces céleris et je me suis retrouvé avec des céleris qui sont montés en graines pour la plupart. Et vous le voyez, hein, au milieu, c'est là où il n'y a pas du tout de céleri, parce que c'était tous les céleris qui étaient montés en graines, parce que c'était vraiment cette partie-là qui était tombée majoritairement au milieu. Les céleris sur les bords ont pu se faire une place et chercher un peu de lumière et continuer à pousser, mais ceux au milieu ont vraiment pris cher. Bon c'est tout, je les ai arrachés, je les ai mis au compost. Au niveau de, j'ai envie de dire de comment faire pour espérer quand même un petit rendement, j'ai planté des oignons de semis.
donc des oignons blancs de semis, variété, je vais vous la mettre la variété, je sais plus c'est quoi, c'est quelque chose avec un A, bon, je vais vous afficher la variété quand même. Ici, on a quand même, j'avais ici les fèves, une parcelle de fèves, enfin de laitue et de fèves, donc les laitues avaient été très belles, voilà, je vais vous afficher une photo. D'ailleurs, les quelques laitues qui restent, ce sont des laitues, parce qu'on était sur un précédent laitue. Et bah ici, très belle laitue, franchement très belle, j'ai toute récoltée, magnifique, très très bonne. Waouh, la qualité était incroyable. En plus, elles étaient un peu à mi-ombre avec les, j'ai envie de dire, les petites bordures autour qu'on a. Donc franchement magnifique le rendement, rien à dire. Et j'ai planté un truc, c'est que j'ai voulu tester le maïs. Alors j'ai semé du maïs il y a de ça 15 jours. 12 jours pour être précis, 12 jours. Et je me suis dit, quitte à être fou, autant être fou jusqu'au bout. J'ai semé du maïs grain. Est-ce que c'est bon pour vous? J'ai semé du maïs grain dans l'espoir de récolter au mois d'octobre, fin octobre, du maïs grain encore un peu humide, mais qu'il faudra sécher, j'ai envie de dire, sur le poêle à bois, voilà, dans une pièce bien sèche, avec un air qui ventile. Donc j'ai envie de tenter ça. Mais bon, disons que je suis pas confiant, mais je suis pas non plus serein. Bon, écoutez, j'ai une parcelle à droite, c'est la parcelle ici qui a été semée suite à des laitues, un arrachage de laitue. Donc c'est du travail de sol, et c'est du semis avec travail de sol, et aucune matière organique. Et on voit que le sol est plutôt battu. Bon bah c'est normal, on a eu 20 mm il y a de ça 2-3 jours. Bon, les vers de terre vont remonter, ça va refaire de la porosité, il y a eu du fumier dans le terrain, pas de souci de ce côté-là. Ça va se refaire sa place, comme j'aime le dire. Par contre, de ce côté-là, on a des maïs qui ont été semés ici en semi-direct, avec juste un travail de sol sur la ligne. D'ailleurs, on le voit, le travail de sol a été battu. Mais ici, on a tous les résidus culturaux. Et vous le voyez qu'on a un sol beaucoup plus grumelé. Et ça, j'aime beaucoup. Parce que entre ça et ça, il y a quand même une différence. Alors, en plus, c'était des fèves ici qu'il y avait en précédent cultural. Et vous le savez, le résidu de fèves est bourré d'azote, normalement. Donc, bah, ça va faire un petit boost pour le maïs. Au niveau des développements foliaires, je pense que le travail de sol est quand même plus joli que le non-travail de sol. Ça me paraît évident parce que le travail de sol a toujours tendance à minéraliser un peu. De toute manière, j'avais mis un engrais sur la ligne pour qu'il germe de manière très rapide. Et bah écoutez, pas de souci de ce côté-là, hein. Les deux ont poussé très vite. Et donc là, ça va y aller, ça va partir comme on dit. Je vais pas tarder à réaliser le premier apport d'engrais azoté cette fois-ci pour avoir un beau petit feuillage. Et ce sera le seul parce que bah les maïs avec trop d'azote risquent la verse. Et j'ai pas envie qu'ils versent au mois de août-septembre avec des grosses pluviométries et un sol un peu trop meuble. Et ici, la parcelle de framboises, donc des framboisiers gratuits, et on en a récolté des kilos. Je vous mets encore la récolte d'hier en image. Les framboises vraiment très très jolies. Et franchement, très content de ce que l'on a récolté. Qu'est-ce qu'il fait le petit minou là ici, hein? Il fait quoi? Allez mon grand, allez mon grand, allez allez. Allez allez. Voilà. Qu'est-ce que tu nous fais toi, hein? Tu veux nous faire des dégâts encore une fois? Bon, la parcelle de framboises, pas de souci de ce côté-là, hein, de très belles framboises. Voilà, pas de souci. Et bon bah on récolte quotidiennement. Ici une petite parcelle, enfin pas petite parcelle ça veut rien dire, mais ici ce sont des poires. Donc encore une fois, c'est une année à fruits cette année. Et on est vraiment dans de très très belles poires cette année. Vraiment de très très beau calibre pour l'instant. Pour l'année, pour la saison, je vous rappelle qu'on est encore qu'au 10 juillet et que la récolte des poires par chez moi avec cette variété, c'est aux alentours du mois de septembre. Donc on a de quoi avoir, j'espère, de très très beaux rendements. Et derrière, encore une parcelle de framboises, plutôt par là-bas, donc de très très hauts framboisiers. Vous voyez un peu la hauteur. Franchement, c'est extrêmement haut. Pas de souci de ce côté-là, on aura normalement également de la framboise en quantité. Et voilà, bon bah c'est une vidéo un peu longue, 39 minutes. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, c'est vraiment la concrétisation ici, cette vidéo, de tous les travaux que l'on avait commencé dans les mois précédents. Voilà, c'était vraiment pour voir un peu, pour vous présenter déjà ce que j'ai en ce moment en place. Je vous ai montré des photos des récoltes. Et pour vous montrer ce que je compte faire et les interventions qui ont été réalisées pour ces cultures. Donc on se retrouvera fin août, début septembre pour le suivi, encore une fois, de toutes ces parcelles. Et on verra encore une fois beaucoup de changements. Il y aura beaucoup d'évolutions. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, le potager ne ressemblait pas du tout à ça. Hein. Il ne ressemblait pas du tout à ça. Ici, il y avait tous des épinards. Tout au bord, là, il y avait toutes des laitues qui venaient à peine d'être semées. Il y avait des radis partout. Il y avait tous des modules de radis.
Il y avait également ici pas mal d'épinards et sur ces côtés-là on avait beaucoup moins de culture parce qu'on avait encore un sol un peu trop à l'ombre. Ici on avait semé, je vous rappelle, des laitues. Au fond on avait des choux raves avec des... comment ça s'appelle la culture là? Des navets. Bah oui, il y avait des navets également, mais tout ça je voulais pas montrer. Les pommes de terre c'était encore tout sec. Ici on avait une parcelle remplie de laitue, une parcelle remplie de laitue. Les petits pots n'étaient même pas encore tutorés. Et vous voyez que franchement en quelques mois ça pousse très très fort. Donc ne vous inquiétez pas si ça pousse pas chez vous, il faut juste laisser le temps aux choses. Après il faut aussi mettre ce qu'il faut dans la terre. Parce que pour avoir des beaux rendements, il faut quand même mettre ce qu'il faut dans la terre. Bon, voilà, il n'y a pas de la magie non plus. Comme d'habitude, il faut mettre ce qu'il faut. Voilà, en tout cas, je vous laisse avec ce beau petit plan de jardin. Moi, je vous souhaite un très bon jardinage et à bientôt les amis.